Mon frère m'a supplié, s'il te plaît, ne viens pas à mon mariage. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a soupiré, tu n'es pas digne. Ma mère a ajouté froidement, nous dirons que tu es morte. Ne nous contacte plus jamais. Je suis parti en larmes. Le jour du mariage, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels de mon frère, de ma mère, de mes proches. Que s'est-il passé? Je m'appelle Amelia Harper. J'ai 31 ans. Et 3 semaines avant le mariage de mon frère, je rinçais des pichets à expresso au café de la Whittaker Tower lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai failli l'ignorer car il ne m'appelait jamais pendant mon service. Mais quelque chose au fond de moi m'a dit de répondre. À la seconde où j'ai dit bonjour, sa voix est sortie, tendue et étrange, comme s'il avait répété cela et détestait encore chaque mot. Il m'a demandé de ne pas venir à son mariage. J'ai d'abord ri parce que je pensais que ce devait être une blague. Mais ensuite j'ai demandé pourquoi, et le silence à l'autre bout du fil est devenu glacial. Quand il a finalement répondu, il a dit que je n'étais pas digne. Avant même que je puisse digérer cela, ma mère a pris le téléphone et a dit quelque chose de pire. Elle a dit qu'il dirait à tout le monde que j'étais morte il y a des années et que je ne devais plus jamais les contacter. Je suis resté là, avec la vapeur qui sifflait derrière moi. Des clients attendaient leur café, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber une tasse. Ce qui est fou, c'est que je ne suis pas un cas désespéré qu'il devait cacher. Je gère un café d'entreprise très fréquenté dans le centre de Chicago. Je connais des centaines de noms, des centaines de commandes, et chaque matin, j'aide la moitié de cet immeuble à commencer sa journée à l'heure. Je suis rentré chez moi ce soir-là en essayant de me convaincre que la famille peut dire des choses cruelles quand elle est désespérée. Mais le matin de ce mariage, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon frère, ma mère, des parents qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Chaque appel semblait paniqué. Chaque message vocal semblait pire que le précédent. Avant de vous dire pourquoi ils avaient soudainement besoin de moi après m'avoir effacé de leur vie, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Parce que cette histoire ne fait que s'assombrir à partir d'ici. Ce soir-là, après la fin de mon service, je suis allé en voiture chez ma mère à Naperville avec une boîte de pâtisserie que j'avais prise dans une boulangerie près du lac. Je pensais encore entrer dans une situation normale, ou du moins quelque chose qui s'en approchait. Mon frère s'était fiancé à une femme d'une famille riche, et même si lui et moi nous étions éloignés au fil des ans, je voulais me présenter comme une sœur devrait le faire. Elle s'appelait Madison Whittaker, et au moment où je suis entré dans la maison, son nom de famille flottait déjà dans chaque pièce comme un parfum. Ma mère avait des magazines de mariage étalés sur la table de la salle à manger, des échantillons de tissus drapés sur les chaises, et une liste d'invités ouverte sur son ordinateur portable comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprise plutôt que d'un mariage. Tyler a levé les yeux quand je suis entré, et pendant une demi-seconde, j'ai vu quelque chose d'inconfortable traverser son visage. Madison n'était pas là, ce qui me disait que c'était le moment de la planification familiale. Le genre de moment où les gens disent ce qu'ils pensent vraiment quand les étrangers sont partis. Je les félicitais, je les serrais dans mes bras, et j'ai essayé d'agir comme si nous étions encore le genre de frères et sœurs qui savaient se tenir dans la même pièce sans faire semblant. Ma mère a à peine regardé les pâtisseries. Elle était plus intéressée à parler du lieu, des fleurs, de la salle de bal de l'hôtel, et des attentes de la famille Whittaker. Tout dans sa façon de parler donnait l'impression que mon frère ne se mariait pas. On aurait dit qu'il était admis dans une classe supérieure de la société. Je suis resté assise là à écouter jusqu'à ce que je pose enfin la question la plus ordinaire du monde. J'ai demandé quand les invitations seraient envoyées. L'atmosphère dans la pièce a changé si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait ouvert une fenêtre et aspiré tout l'air. Tyler a baissé les yeux. Ma mère a fait claquer sa langue et a fermé l'ordinateur portable comme si j'avais touché quelque chose que je n'étais pas censé voir. J'ai d'abord souri parce que je pensais qu'il préparait peut-être une révélation familiale spectaculaire, peut-être une demande pour être demoiselle d'honneur, peut-être quelque chose de maladroit mais d'inoffensif. Puis ma mère a dit de la voix la plus calme possible que je ne recevrais pas d'invitation. J'ai demandé pourquoi, et elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a joint les mains et m'a lancé le même regard qu'elle me lançait quand j'étais petite. Et elle voulait que j'accepte quelque chose d'injuste sans faire de scène. Puis elle a dit que les Whittaker étaient des gens très particuliers. Elle a dit qu'ils évoluaient dans un cercle raffiné. Elle a dit que les apparences comptaient. J'ai senti mon estomac se retourner parce que je savais déjà où cette phrase menait.
Tyler a essayé d'adoucir les choses en me disant de ne pas le prendre personnellement, ce qui signifiait bien sûr que je devais le prendre très personnellement. Il a dit que le père de Madison était un homme puissant. Il a dit qu'il y avait des investisseurs, des cadres, des membres du conseil d'administration, et des gens qui se souciaient des antécédents familiaux. Je l'ai regardé fixement et j'ai demandé ce que cela avait à voir avec moi. C'est à ce moment-là que ma mère l'a finalement dit. Elle a dit qu'il serait difficile d'expliquer que la sœur du marié travaillait comme barista dans le café d'un immeuble de bureau. Non pas parce que le travail était mauvais, a-t-elle dit, mais parce que les gens de ces cercles se faisaient des idées. J'ai demandé ce qu'il leur avait dit à la place. Tyler ne voulait toujours pas me regarder. Ma mère a répondu pour lui. Elle a dit qu'ils avaient dit à la famille Whittaker que j'étais morte dans un accident de voiture il y a 8 ans. Pendant un moment, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. Les mots étaient si froids, si absurdes que mon esprit les a rejetés avant que mon cœur ne le puisse. Je lui ai même demandé de répéter. Elle l'a fait, tout aussi calmement qu'auparavant, et a même ajouté que c'était la solution la plus propre. Une perte tragique, un chapitre clos, rien de désordonné, rien d'embarrassant. Je me souviens avoir ri une fois, juste une fois, parce que le choc fait des choses étranges au corps. J'ai demandé si elle s'était fait mal. J'ai demandé si elle comprenait qu'elle parlait de sa fille vivante comme si j'étais une tâche qu'il fallait découper d'un portrait de famille. Tyler a finalement parlé alors, mais au lieu de s'excuser, il a dit, ce mariage était une opportunité énorme, et je devais comprendre ce qui était en jeu. Cela a figé quelque chose en moi. Opportunité. C'était le mot qu'il a utilisé. Pas amour, pas bonheur, pas mariage, opportunité. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que mon existence était quelque chose qui pouvait ruiner son avenir. Il a dit que ce n'était pas mon existence, c'était l'impression. Ma mère est intervenue pour dire que j'étais émotive et dramatique et que personne n'insultait mon travail. Mais c'était exactement ce qu'il faisait. Il n'insultait pas seulement mon travail. Il disait que la vie que j'avais construite avait été honteuse. Je leur ai dit que j'avais gagné mon appartement. Je payais mes factures. Je me levais avant l'aube et travaillais plus dur que la plupart des gens qui méprisaient les travailleurs du secteur des services tout en sirotant des boissons préparées par eux. Je leur ai dit qu'il y avait plus de dignité dans un travail honnête que dans n'importe quelle fausse performance sociale qu'ils étaient si désespérés de réussir. Le visage de ma mère s'est durci. Elle a dit que la dignité ne changeait pas la façon dont le monde fonctionnait. Puis elle m'a dit, comme si elle accordait une demande raisonnable, que tout ce que j'avais à faire était de rester à l'écart et de me taire. Tyler a dit que ce ne serait que pour un temps, juste jusqu'à ce que le mariage soit terminé. C'est à ce moment que j'ai compris qu'aucun d'eux ne pensait faire quelque chose de monstrueux. Ils pensaient qu'ils géraient un problème. Et le problème, c'était moi. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Mes yeux me brûlaient, mais j'ai refusé de pleurer devant eux. J'ai dit à ma mère que ce qui devrait l'embarrasser, ce n'était pas mon travail. C'était le genre de mère qui pouvait enterrer un de ses enfants vivants pour impressionner des étrangers. Puis j'ai regardé Tyler et j'ai dit, j'espérais que la vie qu'il achetait en valait le prix. Je suis sorti avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre. J'ai atteint ma voiture avant que les larmes ne coulent. Et quand elles sont venues si fort que j'ai dû m'agripper au volant juste pour rester droite. Je suis resté assise dans cette allée pendant près de 10 minutes, réalisant que la famille que j'avais passé des années à essayer de ne pas perdre avait déjà décidé que j'étais sacrifiable. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à mon appartement sans prévenir. Je venais de rentrer d'un service matinal et je portais encore des leggings et un de mes sweatshirts trop grands, le genre que je portais quand je voulais que le monde me laisse tranquille. Mon appartement était petit, propre et chaleureux, avec la lumière du soleil frappant le comptoir de la cuisine et l'odeur de café encore accrochée à mes vêtements. C'était le mien. Chaque lampe, chaque chaise, chaque estampe encadrée au mur avait été achetée avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Il y avait des cartes de remerciements de collègues et de clients réguliers rangées à côté d'un bol de clés près de la porte, et une rangée de petites plantes sur le rebord de la fenêtre que j'avais réussi à ne pas tuer. Quand l'interphone a sonné et que j'ai vu ma mère et Tyler en bas, mon premier instinct a été de les ignorer. Mais une partie de moi voulait savoir si l'un d'eux avait développé une conscience au cours des dernières 72 heures. Ce n'était pas le cas. À la seconde où ils sont entrés, j'ai pu sentir l'intention dans la pièce. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils étaient là pour contrôler les dégâts.
Ma mère a jeté un coup d'œil à l'appartement avec la même légère désapprobation qu'elle portait toujours. Le genre qui faisait même d'un compliment un reproche. Tyler avait l'air nerveux, mais nerveux comme le sont les coupables quand ils veulent encore quelque chose de vous. Je ne leur ai pas offert de café. Je ne leur ai pas offert de siège. Ma mère s'est assise quand même. Tyler s'est tenu près de la fenêtre, se frottant la nuque, et a finalement dit qu'il devait parler avant que les choses ne se compliquent. J'ai demandé ce qui pourrait être plus compliqué que de dire à une autre famille que j'étais morte. Il a dit que je déformais les choses. Ma mère a dit que c'était une décision stratégique. J'ai failli en rire. Une décision stratégique, comme si j'étais un passif sur papier. Puis Tyler a dit la chose que je ne pense jamais pouvoir oublier complètement. Il a dit, s'il te plaît, ne viens juste pas au mariage. Je lui ai demandé pourquoi, même si je le savais déjà. Il a pris une profonde inspiration, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit qu'il ne voulait pas que les gens sachent que sa sœur était barista. Il ne l'a pas dit fort. Il ne l'a pas dit avec rage. Il l'a dit comme un fait pratique, comme s'il expliquait un code vestimentaire ou un plan de table. D'une certaine manière, c'était pire. Il n'y avait pas de chaleur, juste de la honte. Je lui ai demandé s'il avait la moindre idée de la laideur de ce qui sortait de sa bouche. Il a dit que la famille de Madison se souciait de l'image. Ma mère est intervenue et a dit que les familles comme la leur avaient des standards. J'ai demandé si ces standards incluaient le mensonge, le snobisme de classe, et le fait de prétendre que les travailleurs étaient jetables. Ma mère m'a dit d'arrêter de me donner des airs de sainte. Elle a dit que personne ne disait que je n'avais aucune valeur, seulement que je ne correspondais pas à l'environnement. C'est là que j'ai posé la question à laquelle aucun d'eux ne pouvait répondre sans révéler exactement qui ils étaient. J'ai demandé si se lever avant le soleil, rester debout pendant 10 heures, se souvenir des noms et des habitudes de centaines de personnes. Gérer un café au rythme effréné pour qu'une tour de bureau entière puisse fonctionner sans problème chaque matin était quelque chose dont il fallait avoir honte. Tyler a détourné le regard. Ma mère a dit, il ne s'agit pas du café. Il s'agit de la perception. Mais bien sûr, il s'agissait du café. Il s'agissait de qui servait et qui était servi. Il s'agissait de qui pouvait être présenté fièrement dans une salle de bal et qui était caché parce que son travail était trop visible. Tyler s'est approché et a essayé un ton plus doux, ce qui m'a presque rendue plus furieuse. Il a dit qu'il me le demandait en tant que famille. Il a dit que si je l'aimais, je l'aiderais à éviter des problèmes inutiles. Puis il a dit qu'ils avaient seulement besoin que je reste à l'écart un peu plus longtemps, juste quelques semaines, juste jusqu'à ce que la cérémonie, les photos, la lune de miel, et l'attention du public se calment. Il a dit qu'après ça, peut-être qu'il pourrait trouver une solution. Peut-être qu'il pourrait dire aux gens que nous nous étions éloignés. Peut-être qu'il pourrait dire que je vivais à l'étranger. Peut-être que je pourrais rencontrer Madison en privé plus tard. Je l'ai regardé, incrédule. Il construisait des versions alternatives de ma vie en temps réel. Toutes plus acceptables pour lui que la vérité. Ma mère a ajouté que c'était plus important que mes sentiments. Elle a dit qu'une seule mauvaise impression pouvait affecter l'avenir de Tyler, sa position sociale, même sa carrière. J'ai demandé s'il s'était assez fait mal pour réaliser qu'il parlait comme un lâche. Cela a finalement provoqué une réaction. Il s'est emporté et a dit que je n'avais aucune idée de la pression qu'il subissait. Il a dit que je ne comprenais pas ce que c'était que d'avoir enfin une chance d'obtenir quelque chose de plus. J'ai dit, plus que quoi? Plus que moi? Plus que ta propre famille. Cela l'a fait taire. Pendant une seconde, il n'y avait rien dans la pièce à part la circulation à l'extérieur de ma fenêtre et le petit bourdonnement de mon réfrigérateur. Puis ma mère s'est levée et a fait un pas vers moi, baissant la voix comme si elle essayait de raisonner un enfant. Elle a dit que je devais arrêter de faire de cela une question de fierté. Elle a dit que personne ne respectait les gens qui faisaient des scènes. Je lui ai dit que cela n'avait jamais été une question de fierté. Il s'agissait d'être traité comme un être humain. Puis j'ai ouvert la porte et leur ai dit à tous les deux de partir. Tyler a essayé une dernière fois. Il a dit que j'allais tout gâcher. J'ai dit, non, ce n'est pas moi qui ai construit un mariage sur un mensonge. Ma mère m'a lancé un regard plein de dégoût et de déception, mais en dessous, pour la première fois, j'ai vu de la peur. Pas de la peur pour moi. La peur qu'elle ne puisse pas tout scénariser. Quand la porte s'est refermée derrière eux,
Je me suis appuyé contre elle et j'ai laissé échapper le genre de souffle tremblant qui donne l'impression que votre corps essaie de survivre à quelque chose que votre esprit ne peut toujours pas nommer. J'ai pleuré pendant un moment après ça, mais pas parce que je pensais les avoir perdus. À ce moment-là, je savais que je les avais déjà perdus. J'ai pleuré parce que j'ai finalement compris qu'ils avaient regardé la vie que j'avais construite de mes deux mains et avaient décidé qu'elle les rendait plus petits. Et quelque part sous tout ce chagrin, quelque chose d'autre a commencé à se former. Ce n'était pas exactement de la vengeance. Pas encore. C'était quelque chose de plus stable que ça. C'était la décision que j'en avais fini de mendier pour être vu par des gens déterminés à ne pas me voir. Je me suis jeté dans le travail après ça, parce que le travail, au moins, avait un sens. Les machines à expresso avaient un sens. Les commandes de stock avaient un sens. Le coup de feu entre 7.30 et 9.15 avait un sens. Les gens arrivaient fatigués, distraits, surmenés. Et je leur tendais quelque chose de chaud qui faisait que leur journée commençait mieux. Il y avait de la dignité là-dedans. À la Whittaker Tower, notre café se trouvait juste à côté du hall principal, assez près pour attraper le flot d'employés passant par la sécurité chaque matin. Je savais qui voulait du lait d'avoine, qui oubliait toujours de prendre son petit déjeuner, qui avait besoin d'un shot supplémentaire avant une réunion du conseil d'administration, et qui aimait son cappuccino sec, même si personne d'autre ne semblait plus savoir ce que cela signifiait. Je dirigeais le bar, formais le nouveau personnel, gérais les problèmes avec les fournisseurs, arrangeais les horaires quand les gens se déclaraient malades, et maintenais l'endroit en mouvement quand les files d'attente s'étiraient jusqu'à mi-chemin des ascenseurs. Personne ne m'a confié cette responsabilité. Je les méritais, et les gens de cet immeuble me respectaient parce qu'ils me voyaient le faire tous les jours. Pendant près d'une semaine, j'ai réussi à rester assez concentré pour ne pas penser au mariage, sauf si quelque chose m'y ramenait. Puis un matin, juste après le rush du petit déjeuner, Robert Whittaker s'est approché du comptoir. Je l'ai reconnu instantanément. Tout le monde dans l'immeuble le connaissait. C'était un de ces hommes qui portaient le pouvoir sans avoir à l'annoncer. Mais ce qui m'a surprise, c'est à quel point il avait l'air normal en commandant. Pas d'entourage, pas de spectacle, juste un café noir, et un merci silencieux. Pendant que je lui tendais la tasse, il a regardé autour du café et a dit, « Cet endroit est l'une des opérations les mieux gérées de l'immeuble. » J'ai souri poliment parce que les clients complimentent tout le temps le personnel de service sans comprendre ce qu'il faut pour qu'un endroit paraisse fonctionner sans effort. Mais ensuite il a dit mon nom, et ça m'a vraiment surprise. Il a dit qu'il avait entendu par le service des opérations que j'étais celle qui assurait le bon fonctionnement du service du matin. Il a dit que ses employés aimaient ce café parce qu'il était fiable, propre, rapide et aimable. Il a utilisé ce mot, aimable, et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé plus fort que les éloges sur l'efficacité. Ma propre famille ne pouvait pas dire une seule chose décente sur mon travail. Pourtant, cet homme, dont il cherchait désespérément à gagner l'approbation, le respectait sans hésitation. Je l'ai remercié et j'ai essayé de garder mon sang-froid, mais il devait y avoir quelque chose de tendu sur mon visage car il est resté un moment de plus. Puis il a mentionné que le mariage de sa fille approchait ce week-end et a dit que toute la famille était dans un tourbillon à ce sujet. Mes mains continuaient de bouger automatiquement, essuyant le comptoir, empilant les couvercles, prétendant que je n'entendais pas soudainement mon propre pouls dans mes oreilles. Il a souri et a dit que c'était une période heureuse, bien qu'épuisante. Puis il a dit quelque chose qui a rendu le monde autour de moi étrangement silencieux. Il a dit qu'il aurait souhaité que la sœur de son futur gendre puisse être là, mais qu'il avait entendu dire qu'elle était décédée des années auparavant dans un accident de voiture. Je me suis figé, une serviette à la main. Cela a dû se voir car son expression a changé. Il n'était pas exactement méfiant. Il était observateur, le genre de personne qui remarque quand une histoire ne correspond pas au visage en face de lui. J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée. Pendant une seconde imprudente, j'ai failli tout lui dire. J'ai failli dire, je suis juste là, devant vous. J'ai failli dire, les gens avec qui vous vous apprêtez à unir votre famille m'enterrent vivante parce que je fais du café pour gagner ma vie. Mais je n'ai pas pu le faire. Pas là. Pas au milieu d'une journée de travail. Pas sans savoir ce que cela déclencherait. 1000 pensées se sont entrechoquées en même temps. Si je lui disais, ce serait moi qui exposerais le mensonge. Tyler dirait que je l'ai fait par amertume. Ma mère dirait que je voulais de l'attention. Madison serait prise dans l'explosion avant même de comprendre ce qui s'était passé.
Et une partie profondément blessée de moi ne voulait toujours pas être la raison pour laquelle un mariage explosait, même si les personnes au centre de celui-ci m'avaient traité comme un déchet. Alors, j'ai avalé la vérité et je me suis forcé à dire quelque chose de vague sur le fait que les familles sont compliquées. Robert m'a étudié un moment, puis a hoché lentement la tête, comme s'il comprenait plus que ce que j'avais réellement dit. Avant de partir, il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à garder avec moi le reste de la semaine. Il a dit qu'il n'y a rien de petit dans un travail honnête bien fait. Il a dit que des entreprises comme la sienne reposaient sur les épaules de gens qui se présentaient chaque jour et faisaient fonctionner l'endroit, et que quiconque était trop arrogant pour comprendre cela manquait de jugement. Je l'ai regardé s'éloigner en tenant le café que j'avais fait et j'ai eu l'étrange sentiment que le mensonge que ma famille avait raconté avait déjà commencé à se fissurer. Plus tard dans l'après-midi, je me suis surprise à rejouer chaque seconde de cette conversation pendant que je réapprovisionnais les sirops et vérifiais les heures de paix. Avait-il remarqué ma réaction? Avait-il fait le lien entre mon nom et celui de Tyler? Avait-il déjà entendu trop de versions policées de la même histoire pour en croire une de plus? Le silence que j'avais choisi commençait à ressembler moins à de la pitié qu'à une mèche qui se consumait quelque part, hors de vue. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai continué à me présenter. J'ai géré le café. J'ai fait mon jogging au bord du lac le matin et j'ai essayé de me vider la tête. Je me suis dit que le mariage aurait lieu, que leur mensonge deviendrait une tâche de plus sur eux que je porterais en privé, et que finalement, je guérirais. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. La première fissure dans un monde faux est généralement minuscule. Une pause, un regard, une question posée au mauvais moment. Et que ma famille s'en rende compte ou non, leur petite performance parfaite commençait déjà à s'effriter. Le matin du mariage, j'avais prévu de rester à la maison. J'avais un jour de congé pour la première fois en près de 2 semaines, et j'avais l'intention de protéger ma paix avec le genre de discipline obstinée que l'on apprend qu'après avoir été blessé suffisamment de fois. J'ai fait du café dans ma propre cuisine, laissé mon téléphone face contre le comptoir, et essayé de lire. C'était inutile. Mon esprit ne cessait de dériver vers le centre de Chicago, vers la salle de bal de l'hôtel, vers ma mère s'agitant avec les cartons de table et Tyler redressant sa cravate comme s'il avait mérité la vie dans laquelle il entrait. Vers 9h15, mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. Puis il a sonné à nouveau, puis encore. Au 5e appel, je l'ai décroché juste pour arrêter le bruit. Le nom de Tyler était sur l'écran. Je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, ma mère a appelé. Puis un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 2 ans. Puis un numéro inconnu. Puis Tyler à nouveau. Ça a continué jusqu'à ce que le silence dans mon appartement semble plus frénétique que le bruit. Finalement, j'ai répondu. Tyler se contenait à peine. Sa voix s'est brisée à la seconde où il a réalisé que j'étais vraiment au bout du fil. Il a dit que je devais venir à l'hôtel immédiatement. J'ai demandé pourquoi je ferais ça après ce qu'il m'avait dit. Il a commencé à parler trop vite, trébuchant sur sa propre panique. Robert savait. C'est la partie qui est passée en premier. Robert savait que j'étais en vie. Robert savait qu'ils avaient menti. Robert était furieux. Je me suis assise lentement à ma table de cuisine car la pièce avait commencé à basculer de cette manière étrange qu'elle a lorsque quelque chose que vous saviez possible devient réel. J'ai demandé comment il l'avait découvert et Tyler a dit que c'était arrivé ce matin-là, lors d'un petit déjeuner en famille avant la cérémonie. Robert avait de nouveau évoqué l'histoire de la sœur décédée. Il avait dit quelque chose sur le fait d'avoir vu une femme à la Whitaker Tower avec le même nom de famille et de vouloir clarifier le lien de parenté. Madison avait apparemment eu l'air confuse parce que la chronologie ne correspondait pas à quelque chose que Tyler lui avait dit des mois plus tôt. Robert continuait à poser des questions calmes. Ma mère a essayé d'arranger les choses. Tyler l'a contredite sans le vouloir. Puis Robert a réalisé que toute l'histoire avait été fabriquée. Tyler pleurait au moment où il est arrivé à cette partie. Il pleurait. Le même homme qui m'avait dit que je n'étais pas digne ressemblait maintenant à un enfant terrifié suppliant pour de l'oxygène. Il a dit que la cérémonie était en attente. Il a dit que Madison s'était enfermée dans une chambre avec sa mère. Il a dit que Robert lui avait dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à une famille capable d'effacer une de ses filles pour impressionner des étrangers. Puis est venue la phrase que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre jusqu'à ce qu'elle arrive. Il a dit que Robert leur avait dit qu'il me respectait, que j'étais l'une des personnes les plus appréciées de l'immeuble,
et que mon travail n'avait rien de honteux. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Ma propre famille avait traité mon travail comme une tâche, tandis que l'homme qu'ils essayaient d'impressionner le voyait plus clairement qu'il ne l'avait jamais fait. Tyler a continué à supplier. Il a dit, si je venais et expliquais que les choses avaient été mal comprises, peut-être que le mariage pourrait encore être sauvé. J'ai failli en rire. Mal comprise, comme si prétendre que j'étais morte était un problème de communication. Puis ma mère a pris le téléphone et la première chose qu'elle a dite n'était pas « je suis désolée ». C'était le « s'il te plaît, n'aggrave pas les choses ». J'ai demandé comment je pourrais les aggraver plus qu'il ne l'avait déjà fait. Elle a ignoré la question et m'a dit que tout le monde était ému, que Madison était humilié, que Robert réagissait de manière excessive, que je devais aider à calmer les choses. Même alors, même au milieu des ruines de son propre mensonge, elle essayait toujours de me gérer. Je lui ai dit quelque chose que je voulais dire depuis des jours. J'ai dit que ce n'était pas moi qui avais traîné la vérité dans une salle de bal habillée en cadavre et demandé à tout le monde de danser autour. Elle est restée silencieuse. Puis je l'ai entendue pleurer aussi. De vrais pleurs. Pas des pleurs dramatiques. Le genre qui vient quand le contrôle quitte le corps d'un seul coup. Elle a dit, s'il te plaît, juste s'il te plaît. Quelque part en arrière-plan, des parents parlaient les uns par-dessus les autres. Quelqu'un a demandé si je venais. Quelqu'un d'autre a dit que Robert voulait la vérité de ma bouche directement. Puis la voix de Madison a traversé le bruit, vive et secouée, demandant à Tyler s'il avait jamais eu l'intention de lui dire la vérité. La ligne est devenue confuse après ça. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là, à regarder mon propre reflet dans l'écran sombre du téléphone. Il m'avait effacé quand c'était pratique. Maintenant, il me voulait présente parce que la vérité était devenue coûteuse. Je me suis levé, je suis allé à mon placard et j'ai sorti une robe bleu marine que j'avais achetée l'automne dernier pour le mariage d'un collègue. Je ne l'avais jamais portée. Pendant un moment, je l'ai tenue contre moi et j'ai pensé à ce que cela signifiait d'y aller. Je n'allais pas sauver Tyler. Je n'allais pas protéger ma mère des conséquences. Je n'y allais pas parce que Robert Whittaker voulait une confirmation ou parce que les Whittaker méritaient d'avoir accès à ma douleur. J'y allais parce que j'en avais fini de laisser les autres raconter mon histoire dans des pièces où j'aurais dû me tenir depuis le début. Pendant que je me préparais, le téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le lit. Les messages s'accumulaient. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, ne nous humilie pas. Ce dernier m'a presque fait m'arrêter net. Nous humilier. Ils pensaient encore que l'humiliation était quelque chose que je pouvais choisir de leur faire, comme si cela n'avait pas commencé au moment où ils ont décidé que ma vie était indigne d'eux. J'ai appelé un taxi et j'ai regardé la ville défiler par la fenêtre alors que nous nous dirigions vers le péninsula Chicago. Plus nous nous approchions, plus je devenais calme. Pas plus douce, plus calme. Il y a une étrange sorte de paix qui vient quand vous réalisez que vous avez déjà survécu à la pire partie. Au moment où l'hôtel est apparu, je savais une chose avec une certitude absolue. Je n'entrais pas dans cet immeuble en tant que problème. J'entrais en tant que la vérité qu'ils avaient eu si peur de voir apparaître. Le hall était trop beau pour le genre de désordre qui attendait à l'étage. Des sols en marbre, du laiton poli, des arrangements de fleurs blanches si parfaits qu'ils semblaient artificiels. Tout semblait construit pour une version polissée du bonheur. Et je me souviens avoir pensé à la vitesse à laquelle les pièces chères deviennent laides une fois que la honte y entre. Un membre du personnel m'a dirigé vers le niveau de la salle de bal. Et même avant d'atteindre les portes, je pouvais sentir la tension dans le couloir. Les invités étaient rassemblés en petits îlots de silence, habillés pour la fête, mais se tenant comme s'ils étaient devant un tribunal. Quelques-uns d'entre eux m'ont jeté un coup d'œil, puis ont regardé à nouveau parce que je n'étais de toute évidence pas juste une autre invitée arrivant en retard. J'étais autre chose. Une pièce manquante. Une rumeur sur talon. Quand je suis entré dans la salle de bal, la première personne qui m'a vu fut Tyler. Le soulagement a traversé son visage, suivi instantanément par l'horreur. Ma mère s'est retournée en même temps et est devenue d'une pâleur que je n'avais jamais vue auparavant. La pièce elle-même était à moitié assemblée et à moitié figée. La musique s'était arrêtée. L'organisatrice de mariage parlait à voix basse près de la scène. Madison se tenait à côté de sa mère près de l'avant de la pièce, toujours dans sa robe, les yeux rouges mais le dos droit.
Robert Whittaker se tenait à quelques mètres d'eux avec le genre de colère contrôlée qui faisait paraître tout le monde plus bruyant en comparaison. Tyler s'est précipité vers moi en premier. Ma mère a suivi. Tous deux chuchotaient avant même de m'atteindre. « S'il te plaît, parle doucement. S'il te plaît, laisse-nous gérer ça. S'il te plaît, ne dis rien qui puisse aggraver les choses. » J'ai regardé Tyler et lui ai demandé s'il ne s'entendait vraiment pas. Il a tressailli. Ma mère m'a agrippé le poignet et a dit que nous pouvions parler en privé. J'ai libéré ma main et lui ai dit que nous en avions fini de faire les choses en privé. C'est à ce moment-là que Robert a regardé et m'a vu clairement. Son visage a changé, pas exactement avec choc, mais avec la reconnaissance se transformant en certitude. Il s'est dirigé vers nous et toute la pièce semblait se pencher avec lui. Tyler a commencé à dire quelque chose de frénétique sur des malentendus, mais Robert l'a interrompu d'une seule phrase calme. Il a dit qu'il préférerait l'entendre de ma bouche. Pendant une seconde, l'ancienne version de moi a failli revenir. Celle qui était entraînée à se minimiser. Celle qui arrangeait les choses pour que les autres puissent rester à l'aise. Mais ensuite, j'ai regardé autour de cette salle de bal et j'ai vu exactement ce que mon silence m'avait valu. Une salle pleine d'étrangers à qui on avait dit que j'étais morte parce que ma propre famille ne pouvait pas supporter d'être associée à mon travail. Alors j'ai levé le menton et j'ai parlé assez clairement pour que tous ceux qui nous entouraient puissent entendre. J'ai dit que mon nom était Amelia Harper. J'ai dit que j'étais la sœur de Tyler. J'ai dit que j'étais bien vivante. Le silence qui a suivi était si vif qu'il ressemblait presque à un son en soi. Je pouvais sentir les regards se déplacer dans la pièce, les chuchotements commencer, la réalité se réorganiser en temps réel. Puis j'ai dit la partie que j'avais cachée pendant trop longtemps. J'ai dit que j'étais la barista principale du café de la Whittaker Tower. J'ai dit que j'étais fier de ce travail et que je n'en avais jamais eu honte. Je me suis tourné légèrement pour que les gens derrière Robert puissent m'entendre aussi, et j'ai dit que la seule raison pour laquelle je n'étais pas invité au mariage était parce que ma mère et mon frère avaient honte de laisser la famille Whittaker savoir ce que je faisais dans la vie. Si honteux, en fait, qu'ils ont dit à tout le monde que j'étais morte dans un accident de voiture il y a 8 ans. Quelqu'un au fond a eu un hoquet de surprise. Ma mère a dit mon nom sur un ton d'avertissement, mais il était bien trop tard pour les avertissements. Robert n'a pas quitté mes yeux des siens quand il a parlé. Il a demandé si c'était vrai. J'ai dit oui. J'ai dit qu'il m'avait demandé de disparaître discrètement pour que le mariage puisse avoir lieu sans embarras. Tyler a essayé d'intervenir alors. Il a dit que c'était plus compliqué que ça. Madison s'est tournée vers lui si vite que son voile a basculé sur une épaule. Elle a demandé quelle partie était compliquée. La partie où il lui a menti pendant des mois, ou la partie où il a laissé sa mère effacer sa sœur comme si elle était une mauvaise publicité. La bouche de Tyler s'est ouverte et fermée, mais rien d'utile n'en est sorti. Robert s'est avancé, et la pièce est devenue encore plus silencieuse. Il a dit qu'il avait bâti son entreprise avec des gens qui travaillaient à tous les niveaux de l'immeuble, et que toute famille trop arrogante pour respecter le travail honnête n'avait pas sa place à prétendre valoriser le caractère. Puis il a regardé directement Tyler et ma mère et a dit quelque chose que je sais qu'ils entendront dans leur tête pour le reste de leur vie. Il a dit, nous ne rejetons pas les gens parce qu'ils travaillent. Nous rejetons les gens parce qu'ils mentent. La mère de Madison a baissé les yeux, non pas par honte pour moi, mais par embarras pour la scène que Tyler et Evelyn avaient créée. Madison elle-même avait l'air dévastée, mais pas à cause de moi. Parce que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser avait révélé que lorsque la pression montait, il sacrifierait les personnes les plus proches de lui avant de dire une vérité inconfortable. Tyler a tendu la main vers elle et a dit qu'il avait seulement essayé de protéger leur avenir. Madison a reculé. Elle lui a posé une question si brutale et si méritée que je l'ai presque ressentie dans ma propre poitrine. Elle a demandé, si tu as pu effacer ta propre sœur quand elle était gênante, que me ferais-tu la première fois que je te mettrais dans l'embarras? Tyler a eu l'air anéanti par cela, mais il n'avait nulle part où fuir. Ma mère a essayé une dernière fois de se sauver. Elle a commencé à parler des réalités sociales, des différences de classe, de la façon dont le monde jugeait durement les familles, de comment elle avait seulement voulu le meilleur pour son fils. Robert a réduit cet argument en poussière en une seule phrase. Il a dit, la meilleure chose qu'un parent puisse enseigner à un enfant est l'intégrité, pas le mépris. Madison s'est mise à pleurer alors, mais elle ne s'est pas effondrée sur Tyler. Elle s'est redressée. Elle a dit à l'organisatrice que la cérémonie n'aurait pas lieu.
juste comme ça, pas de cris, pas de scène dramatique, juste une décision, le genre de décision prise par quelqu'un qui en avait assez vu. Autour de nous, les chuchotements ont commencé à se propager pleinement maintenant. Les invités échangeaient des regards. Une demoiselle d'honneur près de l'allée s'est couvert la bouche. Quelqu'un a posé une coupe de champagne trop fort et elle s'est fissurée contre le plateau. Ma mère a regardé autour de la salle de bal comme si elle pouvait physiquement empêcher l'humiliation de s'abattre. Elle ne le pouvait pas. C'était déjà partout. Tyler n'arrêtait pas de dire qu'il aimait Madison, qu'il avait paniqué, qu'il n'avait pas su comment défaire le mensonge une fois qu'il avait commencé. Robert lui a dit que l'amour sans honnêteté n'était que du théâtre. Puis il s'est tourné vers moi et, devant toute cette assemblée, m'a remercié d'avoir dit la vérité. Il a dit que j'avais toutes les raisons de ne pas entrer là et qu'il était désolé que j'ai été traité comme quelque chose à cacher. Je ne savais pas quoi faire de la gentillesse à ce moment-là. Elle m'a frappé plus fort que la cruauté ne l'avait fait, parce que la cruauté de la famille peut se transformer en quelque chose de presque attendu après assez d'années. Le respect, quand vous en avez été privé par les personnes qui étaient censées vous le donner en premier, peut sembler presque insupportable. J'ai hoché la tête et j'ai dit que je n'étais pas là pour détruire qui que ce soit. J'étais là parce que je ne laisserai plus jamais quelqu'un parler de moi comme si j'étais déjà parti. Madison m'a regardé alors et a traversé l'espace entre nous. Elle a dit qu'elle était désolée aussi. Pas de manière performative, de manière humaine. Elle a dit que si elle avait su, j'aurais été invité avec fierté. Je l'ai cru. Cela comptait plus que je ne l'aurais cru. Au moment où j'ai quitté la salle de bal, le mariage était officiellement reporté. Les invités étaient discrètement redirigés, et ma mère et Tyler se tenaient au milieu de cette belle pièce, semblant plus petits que je ne les avais jamais vus. Pendant des semaines, ils m'avaient traité comme une tache sur le nom de la famille. En moins de 10 minutes, la vérité avait tout renversé. Je suis sorti de cet hôtel la tête hautée pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne me suis pas senti effacé. Je me suis senti indéniable. Les retombées ont duré bien plus longtemps que la cérémonie ne l'aurait fait. Rien que la première semaine, l'histoire s'est répandue dans leur cercle social plus vite que n'importe quelle explication officielle n'aurait pu la contenir. Ma mère avait passé des mois à présenter les fiançailles de Tyler comme sa grande entrée dans un monde supérieur. Et ce même monde savait maintenant qu'elle avait essayé de cacher sa propre fille parce qu'elle méprisait le travail de service. Les femmes avec qui elle déjeunait ont cessé d'appeler. Un comité de planification caritatif qu'elle avait désespérément voulu rejoindre n'avait soudainement plus de place pour elle. Une amie de longue date lui a dit devant d'autres personnes que toute mère prête à inventer une fille morte pour le statut n'était pas quelqu'un en qui elle avait confiance. Cela l'a blessée plus profondément qu'elle ne s'y attendait car pour une fois, l'argent et les apparences ne pouvaient pas masquer la vérité. Tyler a eu pire à certains égards. Madison n'a pas mis fin à la relation ce jour-là, mais elle a déménagé pendant un certain temps et a tout reporté indéfiniment. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'espace, à la fois loin de ses mensonges et de l'influence de ma mère. Robert a clairement fait savoir que si Tyler voulait une chance de reconstruire la confiance, il devrait le faire honnêtement et sans s'attendre à ce que l'obsession de sa famille pour le statut soit tolérée une seconde de plus. Tyler a commencé une thérapie. Puis lui et Madison ont commencé un conseil prénuptial. D'après ce que j'ai entendu plus tard, la partie la plus difficile pour lui n'a pas été d'admettre qu'il avait menti. C'était d'admettre pourquoi. Il a dû dire à voix haute qu'il avait honte de ses origines, à moins qu'elles ne puissent être polies en quelque chose d'impressionnant. Il a dû admettre qu'il avait appris à mesurer les gens par leur apparence aux yeux des autres, et non par ce qu'ils étaient en privé. Ma mère a pleuré pendant la plupart de ces mois, mais toutes ces larmes n'ont pas été inutiles. Certaines d'entre elles provenaient de l'effondrement d'une image qu'elle avait confondue avec une vie. Pendant les premières semaines, j'ai gardé mes distances. Je suis allé au travail. J'ai géré le café. J'ai fait mon jogging matinal au bord du lac et j'ai laissé le vent de l'eau me vider la tête. Quelque chose d'inattendu s'est produit à la Whittaker Tower aussi. Robert n'a pas transformé toute l'affaire en spectacle public, mais il a lancé des conversations au sein de l'entreprise sur la reconnaissance et le soutien plus intentionnel du personnel de service. Il y a eu un nouveau programme d'appréciation des employés qui incluait les opérations de l'immeuble, les travailleurs du café, le personnel de nettoyage, la maintenance et la sécurité. Il a demandé à la direction des opérations de s'assurer que les personnes qui faisaient fonctionner l'endroit étaient traitées comme faisant partie de l'écosystème de l'entreprise, et non comme un décor de fond. Je n'ai jamais voulu devenir un symbole,
mais je mentirais si je disais que cela ne signifiait rien de voir la dignité se propager à partir d'un moment laid. Environ 6 semaines après l'effondrement du mariage, Tyler a demandé s'il pouvait venir me voir seul. J'ai failli dire non. Puis j'ai pensé à la différence entre les limites et l'amertume. Les limites protègent la paix. L'amertume laisse les autres continuer à occuper ton esprit sans payer de loyer. Alors j'ai dit oui. Il est venu à mon appartement sans ma mère, sans excuses écrites pour lui, et sans cette confiance glissante derrière laquelle il se cachait. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte. Il s'est excusé et pour une fois, il n'a pas essayé d'enrober ses excuses de pression ou de contexte. Il a dit qu'il avait été cruel. Il a dit qu'il m'avait traité comme un problème au lieu d'une sœur. Il a admis que lorsque notre mère a poussé le mensonge, il a suivi parce qu'il aimait ce que cela lui promettait. Pas seulement Madison, pas seulement le mariage, le statut, l'approbation, le sentiment d'être enfin suffisant dans un monde dans lequel il avait toujours essayé de grimper. J'ai tout écouté. Puis je lui ai dit que le pardon n'était pas la même chose que de prétendre que rien de tout cela ne s'était passé. J'ai dit que la confiance se construisait par la répétition, et qu'il avait répété la lâcheté assez longtemps pour qu'une seule excuse ne puisse pas l'annuler. Il a pleuré, ce que je ne l'avais jamais vu faire sans essayer de transformer cela en sympathie. Cette fois, il l'a laissé là où il devait être. Quelques semaines plus tard, ma mère est venue aussi. Elle n'est pas arrivée adoucie enceinte. Elle est arrivée honteuse. Il y a une différence. Elle m'a dit qu'elle avait passé des années à confondre les apparences avec la valeur et qu'elle avait transmis cette maladie à son fils. Elle a admis que quelque part en chemin, elle avait cessé de me voir comme une fille et avait commencé à me voir comme un reflet de ce que le monde pourrait penser d'elle. Cette confession a fait mal d'une nouvelle manière parce qu'elle était assez honnête pour toucher juste. Je lui ai dit que la chose la plus dommageable qu'elle avait faite n'était pas le mensonge lui-même. C'était de nous apprendre que l'amour au sein de notre famille était conditionnel au fait d'être impressionnant. J'ai dit que les enfants ne devraient jamais avoir à mériter la dignité de leurs propres parents. Elle a pleuré à nouveau, mais elle n'a pas discuté. 4 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, Tyler et Madison ont choisi une cérémonie plus petite avec moins d'invités, moins de performances, et une atmosphère complètement différente. Ils m'ont demandé si je viendrais. Cette fois, l'invitation est arrivée dans ma boîte aux lettres avec mon nom écrit clairement sur l'enveloppe, non caché, non adouci, non réécrit. J'y suis allé, non pas parce que tout était magiquement guéri, et non pas parce qu'une fin nette avait effacé les dégâts. J'y suis allé parce que la vérité avait enfin été autorisée dans la famille, et s'il devait y avoir un avenir, il devait reposer là-dessus. Madison m'a demandé de me tenir à ses côtés avant la cérémonie, et quand je l'ai fait, personne ne m'a regardé comme si j'étais un embarras. Ma mère n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que j'étais venu. Tyler m'a remercié discrètement avant de remonter l'allée, et cette fois, il n'y avait aucune performance là-dedans. Juste de la gratitude, de la honte, et l'espoir de devenir meilleur qu'il ne l'avait été. Je travaille toujours au café. Je me lève toujours tôt, j'attache mon tablier, et j'aide un immeuble plein de gens à commencer leur journée. Je le fais avec fierté. Si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est qu'un travail honnête a plus de dignité que tout le faux prestige du monde. Le statut peut rendre les gens cruels s'ils l'adorent assez longtemps. Il peut leur faire oublier qui les a soutenus quand personne d'important ne regardait. Mais la vérité a une façon de percer la performance. Et quand elle le fait, tout le monde est exposé pour ce qu'il valorise exactement. Alors voici la leçon que j'espère que les gens retiendront de ce qui m'est arrivé. Ne mesurez pas les gens que vous aimez par leur titre, leur salaire, ou la façon dont ils décorent votre image. Respectez ceux qui travaillent dur, vivent honnêtement, et font preuve de caractère, car ce sont les gens avec qui il vaut la peine de construire une vie. La famille n'est pas censée être une scène où seule la personne la plus impressionnante a le droit de rester sous les projecteurs. La famille devrait être le seul endroit où personne n'a à mériter le droit d'exister. Et si on vous a déjà fait vous sentir plus petit à cause de votre travail, de votre revenu, ou de la façon dont quelqu'un voulait présenter la famille au monde, j'espère que vous n'oublierez jamais ceci. Leur honte ne définit pas votre